Messieurs, dames, bonjour, ici Loupiote et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, je suis tombée sur ceci. À la base, j'avais envie de vous donner le nom de l'autrice, oui parce que c'est une autrice, tout est possible. Et puis finalement, j'ai pas envie de lui faire de pub tout simplement, donc voilà. De toute façon, je suis pas là ici pour rentrer dans un quelconque débat philosophique, politique ou sociologique sur la nécessité du féminisme. J'avais tout simplement envie, par contre, de rétablir certaines vérités. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de non pas l'une, non pas deux, mais bien de 3 femmes, sans qui Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui n'aurait pas existé. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, installez-vous confortablement, c'est parti. Ada Lovelace est une figure emblématique de l'informatique et notamment de la programmation, puisqu'elle est considérée à juste titre comme étant la toute première programmeuse de l'histoire. Nous sommes à Londres le 10 décembre 1815 lorsque Augusta Ada Byron voit le jour. Elle est la fille unique de 2 nobles, Lord George Gordon Byron, un poète de renom, et Anne Isabella Milbank, une noble érudite plutôt dans tout ce qui est mathématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement son père est une ordure. D'après mes informations, il buvait, il était violent, etc. Donc, 1 an à peine après la naissance d'Ada, sa mère rompt avec cet abruti, il quitte le pays 1 an plus tard, meurt 9 ans plus tard. Sa fille Ada ne le connaîtra jamais et on ne parlera plus de lui dans cette vidéo. Ada fut donc principalement élevée par sa maman, qui était une bourgeoise donc très éduquée et pour qui les sciences, les mathématiques étaient quelque chose de très important. Ça tombe bien d'ailleurs, puisqu'elle a transmis ce goût à sa fille. Ada, dès toute petite, adore les maths, adore les sciences. Sa mère lui prend donc naturellement de très bons tuteurs, et la petite fille va baigner très vite dans tout ce qui est calcul, mathématiques, algèbre, en somme tout ce que j'adore, un véritable plaisir. Je précise quand même qu'à cette époque, et même dans la noblesse, c'était quelque chose d'assez rare pour une fille d'avoir une éducation aussi poussée dans tout ce qui est sciences. Ada grandit, elle a 17 ans, elle a une amie, Mary Somerville, qui est une éminente chercheuse, elle aussi scientifique. Mary, c'est une très bonne amie pour Ada puisqu'elle l'encourage en fait à suivre sa passion et son talent pour les mathématiques et pour les sciences. C'est alors que le 5 juin 1833, Mary présente à Ada un homme, Charles Babbage. Charles Babbage, c'est un inventeur polymathe britannique. Polymathe, ça veut dire vraiment un cerveau de génie pour tout ce qui est sciences et mathématiques. Il est à l'origine de machines à calcul assez poussées, dont la machine analytique. C'était une machine à calcul en fait, tout simplement, qui représente vraiment de loin les prémices de l'ordinateur. Et en fait, Ada va trouver en cet homme un véritable père spirituel. Comme vous savez, elle n'a pas connu son père, on avait dit qu'on n'en parlerait plus, et donc elle trouve en ce génie scientifique un véritable maître à penser. Elle est fascinée par ces machines à calcul, par la machine analytique, et donc elle va se pencher corps et âme avec lui sur son travail. Lui, il va l'aiguiller, il va lui apporter en fait l'article original qu'il a écrit avec les calculs originaux, mais elle va vraiment venir compléter son travail et apporter une nouvelle manière en fait de communiquer avec cette machine. Entre 1842 et 1843, Ada écrira au total 7 notes vouées à compléter le texte original de Charles Babbage. Et ces 7 notes représenteront 3 fois le volume de l'article de base. Ah, la dame ne rigole pas, elle n'a pas le temps. Et les experts s'accordent à dire que ce qu'elle a écrit dans ses notes représente aujourd'hui le tout premier véritable programme informatique de l'histoire. Et oui, Jamie, c'est le premier calcul écrit véritablement destiné à être exécuté par une machine. Le premier vrai programme informatique. Entre-temps, en 1935, elle a aussi épousé un homme, William King, premier comte de Lovelace, de qui elle héritera le nom. Il faut savoir que son mari lui était très dévoué et il l'encourageait pleinement dans toutes ses activités de scientifique. Le couple a eu 3 enfants. Malheureusement, Ada décédera assez jeune des suites d'un cancer. Ses avancées ont été réellement reconnues à l'avènement de l'informatique à titre posthume, malheureusement. Mais depuis, de nombreux hommages lui ont été rendus. Par exemple, le département de défense américaine, qui a nommé l'un de ses langages de programmation Ada, du nom de la chercheuse. Il y a une crypto-monnaie qui porte son nom et dont la plus petite fraction s'appelle un Lovelace. C'est la crypto-monnaie de Cardano, il me semble. Plus récemment, on a aussi Nvidia, qui a nommé carrément l'architecture de ces dernières cartes graphiques du nom de la chercheuse. En bref, merci Ada. Grace Hopper est née à New York le 9 décembre 1906. Elle est la fille aînée d'un couple dont le père, Walter Murray, est courtier en assurance, comme son père avant lui, et la mère, Mary Campbell Van Horn, et je n'ai pas retrouvé l'information. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ses parents ont permis à leurs enfants d'avoir une éducation la plus complète possible. Grace est très tôt attirée par les sciences, et la légende raconte même qu'à 5 ans, elle démontait déjà ses réveils pour en comprendre les mécanismes.
Moi, à 5 ans, je jouais au petit poney, ok? À 22 ans, en 1928, elle sort diplômée en mathématiques du Vassar College. Au début, elle prend un poste d'assistante de professeur là-bas, ce qui va lui permettre en fait de financer ses projets. Oui, la dame a des projets, et pas des moindres, puisque ses projets, c'est Yale. Encore une qui n'a pas le temps. Elle parvient à entrer dans la prestigieuse université de Yale, dans laquelle elle passe une maîtrise puis un doctorat en mathématiques. La dame n'a pas le temps, on vous dit. Après ses brillantes études, elle revient au Vassar College, dans lequel, cette fois-ci, elle prend un poste de professeur à plein temps. Entre-temps, elle a aussi épousé un homme, Vincent Hopper, un professeur de littérature. Le couple divorcera au bout de 15 ans, en 1945, un peu plus tard. Mais vous allez me dire, quel rapport avec la choucroute ? En 1941, Grace est bouleversée par la guerre, d'une part, et notamment par les attaques de Pearl Harbor. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend une décision qui va changer sa vie, on peut le dire. Elle décide d'entrer dans la Navy. Alors, entrer c'est un grand mot, parce qu'au début, ça se passe pas exactement comme elle l'aurait voulu. À l'armée, on l'envoie un peu paître en lui disant qu'elle est trop maigre et trop vieille. Mais Grace est de nature obstinée, elle ne lâche rien, et c'est en 1943 qu'elle parvient enfin à rentrer dans la marine. Elle est très vite affectée en fait dans les bureaux, le Bureau of Ordnance Computation Projects d'Harvard. C'est une section de l'armée qui travaille sur tous les projets informatiques. Et Grace commence à travailler avec ses équipes sur des projets de grands calculateurs numériques, notamment le Harvard Mark I, qui est considéré comme étant le tout premier ordinateur numérique au monde. Le projet Harvard Mark I marque en fait le passage de simples machines à calcul, qu'elles soient analogiques, programmables, etc., au véritable ordinateur numérique tel qu'on le connaît tous aujourd'hui. Et devinez quoi ? Grace Hopper est la toute première personne à le programmer. Elle est la toute première personne à programmer le tout premier ordinateur. Pas de Grace Hopper, pas d'ordinateur. En 1945, la guerre se termine, elle quitte le service actif de la marine, mais la dame ne va pas s'arrêter là. Elle a continué ensuite donc ses travaux sur Harvard Mark II et Harvard Mark III, qu'elle a aidé à programmer également. Elle participe aussi à l'époque à créer de nouveaux langages utilisables par les machines, notamment le langage COBOL, qui pareil parlera certainement aux puristes. Elle crée les premiers compilateurs pour Univac, travaille ensuite pour IBM. Bref, une acharnée de travail et surtout un génie. Une génie. And an event occurs here. Now, the value of the information about that event goes up quite sharply immediately after the event. Grace Hopper va travailler corps et âme dans l'informatique jusqu'à ses 80 ans, sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. C'était par véritable passion qu'elle faisait ça. Il faut savoir également qu'on lui attribue le terme bug, ce terme qu'on utilise toutes et toutes aujourd'hui. À l'époque, son équipe trouva une mythe coincée dans l'ordinateur Harvard Mark II, qui avait donc provoqué un court-circuit. L'équipe prit l'insecte, le plaça dans le journal de bord de Grace Hopper de l'époque, avec la mention « First actual case of bug being found », ce qui donna l'expression « bug informatique ». C'est le 9 novembre 1914, au début de la guerre, à Vienne en Autriche, que naît Hedwige Kiesler. Elle est la fille unique d'un couple de juifs, Emil Kiesler, un directeur de banque, et Gertrude Lichwitz, une pianiste concertiste issue d'une grande famille bourgeoise. Craignant la guerre, toute la petite famille déménage en Suisse, très vite, où Hedwige aura une enfance plutôt heureuse. Petite, elle va déjà baigner dans l'art et dans la culture, puisqu'elle prend des cours d'équitation, de danse, de piano, elle apprend aussi plusieurs langues. Très vite, elle s'intéresse aussi au théâtre et au cinéma. Mais c'est son père, Émile, qui lui aurait transmis son goût pour le bricolage, puisque déjà très jeune, elle se met à bricoler et à réparer des objets avec lui. Un chouette papa, il faut le dire. La légende raconte même qu'à 5 ans, elle bricolait sur ses boîtes à musique. En 1928, Eddie a 14 ans, et elle va être bouleversée. Bouleversée par un film, Metropolis, de Fritz Lang. À tel point qu'elle abandonne ses études et décide qu'à partir de maintenant, elle veut faire du cinéma. Pendant 2 ans, elle pratique, apprend, se perfectionne, puis à 16 ans, elle se présente au studio Sacha, qui vont l'embaucher, ce qui va signer ses débuts en tant que comédienne et actrice. S'ensuit une très belle carrière, d'abord européenne, sur les planches notamment. Elle connaît le succès et la réussite dans plusieurs films, notamment Algiers en 1938, année qui va d'ailleurs marquer le début de sa carrière hollywoodienne. Elle emménage donc aux États-Unis, prend son nom de scène, Hedwige Kiesler devient
Hedy Lamarr. Elle connaît vraiment un succès grandissant, si bien qu'elle commence à faire la couverture de dizaines et de dizaines de magazines. À l'époque, toutes les femmes veulent lui ressembler, se maquiller de la même manière, se coiffer, s'habiller de la même manière qu'elle. C'était véritablement l'icône de mode de son époque. La légende raconte même qu'elle a inspiré le personnage Disney de Blanche-Neige. Mais vous allez encore me dire, Louise, quel rapport avec la choucroute ? Pourquoi nous racontes-tu l'histoire d'une actrice suisse, autrichienne, américaine ? Eh bien, vous allez comprendre et je vais y venir. Oui, parce qu'on peut très bien être très glamour et être l'icône de mode de son époque, mais aussi être un véritable génie et une véritable tête en mathématiques. N'en déplaise à certains ou à certaines. En effet, malgré son incroyable carrière d'actrice, Hedy a toujours gardé son goût pour le bricolage et les mathématiques. Pendant la guerre 39-45, la question des U-boats, torpilleurs allemands, inquiète vraiment l'opinion publique. En fait, le vrai problème, c'est que les missiles qu'on envoie contre ces U-boats sont assez rapidement détectés et détruits, ce qui rend en fait ces sous-marins torpilleurs indestructibles. C'est un véritable problème pour les forces alliées de l'époque. Hedy, d'une manière ou d'une autre, se sent concernée par la question, puisqu'elle en parle à l'époque avec un ami à elle, un ami compositeur de musique, George Antheil, qui est comme elle anti-nazi. Et vous allez encore me dire, mais quel est le rapport ? Le rapport, quel est le rapport ? En fait, cet homme, George, a inventé quelque chose d'assez révolutionnaire, ça s'appelle le ballet mécanique. C'est de la musique écrite pour être jouée simultanément et automatiquement par 16 pianos. Tout seul, 16 pianos qui jouent de la musique simultanément et tout seul. C'est fait grâce à un système de cryptage inscrit sur des rouleaux à papier à musique perforés. Hedy trouve qu'il y a dans cette idée quelque chose d'incroyable et elle décide d'adapter ce système pour l'armée. Ce qui permettrait en fait de rendre imperceptibles les fréquences justement des missiles alliés par les radars ennemis. C'est en fait l'invention tout simplement de l'étalement de spectre par saut de fréquence. Elle invente en fait le cryptage des sauts de fréquence des radars. Mais il faut croire qu'à l'époque, l'idée est trop novatrice. En tout cas, l'armée américaine ne saisit pas tout de suite l'importance de cette innovation. Elle la jugea irréalisable et ne la mit pas tout de suite en pratique. En 1959, le procédé tombe dans le domaine public. Et dans les années 80, les fabricants des appareils de transmission commencent à beaucoup s'en servir. Si bien qu'aujourd'hui, sans même qu'on s'en rende compte, ce principe de transmission d'étalement de spectre par saut de fréquence est à la base même du Wi-Fi, mais aussi du Bluetooth et du GPS. Il est partout autour de nous et nous le devons à une femme. George Antheil reconnaîtra lui-même que la majorité de la découverte de l'innovation revient à Hedy Lamarr, et que lui n'avait apporté que son aide sur un plan technique avec vraiment juste les croquis et ce qu'il avait fait avec son balai mécanique. Il l'a considérée comme un véritable génie, il avait un immense respect pour elle. Pour conclure, je dirais ceci, pas d'Hedy, pas de Wi-Fi. Bref, une femme qui a permis et contribué à l'innovation et à l'accès aux technologies pour nous tous, des femmes entourées par des hommes suffisamment sains pour les laisser exploiter leur plein potentiel. Parce que oui, lorsque les femmes et les hommes ont des relations respectueuses et saines, effectivement, là ils deviennent complémentaires et peuvent accomplir de très grandes choses ensemble. Mention également à Annie J. Isley, la femme à l'origine du projet Centaur qui a travaillé de nombreuses années pour la NASA et dont le travail a contribué au vol de la sonde Cassini vers Saturne en 1977. Je tenais à lui rendre hommage quand même ici, même si ses avancées s'intégraient moins dans ma vidéo, qui avait plus un thème internet, informatique, mais quand même, grosse mention à Annie. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont restés jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avance pour les retours, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, c'était un plaisir, ciao ciao, c'était Loupiette.